nous avons la dernière intervention qui arrive, je crois, avec Jean-Luc. Je l'ai vu apparaître, je crois que Jean-Luc, Oui, oui, je suis là. merci. Et ce que je propose, Jean-Luc, Marie-Claire va mettre ta présentation pour faire la troisième et dernière intervention. Merci beaucoup, Jean-Louis. Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs de me donner cette opportunité d'intervenir sur le concept One Health et surtout sa déclinaison aux différentes échelles. On peut mettre la diapositive suivante. Donc mon diaporama se limitera à quelques mots-clés et c'est à partir de ça que je ferai ma présentation. Alors j'espère que je ne serai pas trop redondant sur certains points parce que, désolé, mais je n'ai pas pu assister aux deux précédentes interventions puisque j'étais pris par le Conseil national de l'alimentation. Mais ce que je tenais à dire en préambule, c'est que le constat qui est fait, c'est que le vivant, c'est une thématique extrêmement complexe. Hein, vous êtes tous bien placés pour le savoir. Et que qui dit complexité dit nécessité d'approches interdisciplinaires, intersectorielles et également à toutes les échelles, du niveau local jusqu'au niveau mondial, donc en passant par le niveau national, le niveau régional, donc européen en ce qui nous concerne. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup de One Health. Alors, il y a depuis la crise Covid-19, il y a aussi d'autres termes qui sont utilisés, comme EcoHealth, Planetary Health. On parle aussi de One Welfare, qui fait partie du One Health. Moi, j'aime bien aussi la notion de One Life, parce que, voilà, un monde vivant avec toutes ses facettes, et ça couvre bien la santé humaine, la santé animale, la santé végétale et la santé environnementale et les interactions entre ces quatre santé. Diapositive suivante. Alors, je vous parlerai de différents points qui peuvent être liés à ce concept et à cette approche One Health. Donc, d'une part, il y a un sujet de gouvernance et d'organisation, la prévention et la préparation, la surveillance, épidémiosurveillance et la biosécurité, l'importance de la recherche fondamentale ou appliquée, de la formation également, de la communication, et puis la nécessité aussi de faire une évaluation. Et quelques mots pour finir sur les approches et les initiatives européennes et également au niveau mondial. Alors en matière de gouvernance, diapositive suivante, en matière de gouvernance, il est vraiment très important qu'il puisse y avoir une coordination. Donc on l'a vu, hein, les choses se sont faites un peu au coup par coup avec la crise de Covid-19. Aurel a parlé de la mobilisation des laboratoires vétérinaires qui s'est faite après de multiples demandes et il a fallu attendre un petit peu de temps. L'entrée aussi d'un vétérinaire au conseil scientifique, ça s'est fait, mais ça a demandé aussi un petit peu de temps. Donc on voit bien qu'il n'y a pas encore les réflexes One Health hein, et qu'il faut régulièrement argumenter pour qu'on puisse intégrer donc toutes les composantes dans cette approche de lutte contre une pandémie. Et il est vraiment nécessaire, ce qu'on peut retirer de cette expérience, hein, si on peut commencer à faire un retour d'expérience, même si malheureusement la pandémie n'est pas terminée, c'est qu'il est nécessaire d'améliorer la coordination et notamment d'avoir une bonne coordination interministérielle, puisque plusieurs ministères sont impliqués. Je vous rappelle que pour la grippe H5N1, à partir des années 2005-2006, on pensait que ce serait d'ailleurs une pandémie et fort heureusement, ça n'a pas été le cas. Il avait été mis en place une délégation interministérielle à la lutte contre la grippe aviaire, la DILGA, qui d'ailleurs avait été présidée par le DGS de l'époque, Didier Houssin. Et on pourrait imaginer de mettre en place aussi un délégué interministériel One Health pour qu'on ait vraiment cette approche One Health pas uniquement pour le sujet Covid-19, mais également pour d'autres problématiques. Alors, il y a des évolutions aussi qui sont prévues par le ministère de l'Agriculture au niveau du CNOPSAV, qui est le Comité national d'orientation des politiques sanitaires animales et végétales, et qui devrait intégrer davantage les zoonoses dans son tour de table et dans son approche. Et puis, il y a un certain nombre de politiques publiques
qui sont en cours d'élaboration ou de mise à jour. Le PNSE 4, donc le plan national santé-environnement, qui entre dans sa 4e phase. Il est en cours de finalisation et normalement il devrait être présenté par le ministère de la Transition écologique et le ministère de la Santé à la fin du mois de mars. Et il a été d'ores et déjà acté la mise en place, ce qui n'était pas le cas pour les PNSE précédents, la mise en place d'un groupe intersectoriel One Health pour avoir cette vision et cette approche One Health pour tous les différents axes de ce PNSE 4. Il y a également un volet dans le plan agroécologique de la France, dans la stratégie nationale biodiversité qui est aussi en cours de refonte. Et puis, on peut retrouver, bien entendu, d'autres politiques comme le plan éco-antibio 1 et 2, donc de lutte contre l'antibiorésistance, puisque ça aussi, ça fait partie intégrante du One Health. Et puis, il y a aussi des évolutions réglementaires qui sont nécessaires. Il y a tout un débat actuellement qui revient sur la table sur vétérinaire, profession de santé. C'est vrai que la profession vétérinaire avait fait le choix d'être une profession de service au regard de la directive service. Là, il y a le débat, puisque là, il y a le député d'Ombreval, vous avez vu, qui a fait une lettre ouverte au ministre de la Santé pour demander à ce que les vétérinaires puissent être autorisés à procéder à la vaccination si nécessaire, bien entendu. Et puis d'autres sujets, par exemple les vétérinaires qui avaient été volontaires pour la réserve sanitaire, il y en avait plus de 4000 l'année dernière, n'ont malheureusement pas pu être mobilisés parce qu'ils n'étaient pas considérés comme profession de santé, ils ont juste été mobilisés pour des centres d'appel ou des fonctions administratives. Donc il y a peut-être une réflexion à avoir. Il y a aussi le sujet de la biologie vétérinaire, Aurel Valogne en a parlé. Voilà, il y a des évolutions certainement législatives et réglementaires à mettre en œuvre suite à cette crise Covid-19. La diapositive suivante. Alors, il est vraiment très important en matière de prévention et de préparation de mettre en place des plans de préparation et des plans d'urgence. C'est vrai que dans le domaine animal, dans le domaine vétérinaire, on a plutôt l'habitude, et c'est pour ça que c'est un petit peu dommage que le monde vétérinaire n'ait pas été davantage associé à la gestion de cette crise, parce qu'il y avait quand même des habitudes malheureusement, on a beaucoup d'épidémies animales, plus que d'épidémies humaines, fort heureusement. Mais on en a quand même beaucoup dans le domaine animal, donc pas forcément des zoonoses, mais elles nécessitent la mise en œuvre de plans d'urgence. Et donc pour les grandes maladies, on a des plans d'urgence qui ont été élaborés en collaboration avec l'ANSES notamment, et qui sont des plans interministériels, qui sont un peu comme des plans hors sec pour telle ou telle maladie, et qui permettent donc de savoir qui fait quoi et surtout de prévoir. C'est ça qui est vraiment important. Avec, bien entendu, des exercices réguliers de simulation et puis des processus de modélisation qui se développent. J'ai eu à travailler à la Commission européenne de lutte contre la fièvre afteuse. Donc, il y a un outil EUFMD 10 qui a été mis en place de modélisation, à partir des mouvements d'animaux, des foyers qui peuvent exister aux frontières de l'Europe, de faire une modélisation de ce qui pourrait se passer. Et ça permet aussi d'anticiper, même si on ne peut pas tout résumer à des algorithmes ou à des formules mathématiques, bien entendu, mais ça permet quand même d'avoir une vision et d'anticiper. C'est vraiment le mot anticipation, c'est ce qui est d'ailleurs un petit peu manqué quand même, on l'a bien vu dans la crise Covid-19. Et ça, on a quand même l'habitude dans le monde vétérinaire, même si voilà, on a aussi des problèmes parfois d'anticipation et de préparation. Je ne dis pas que tout est parfait dans le monde vétérinaire, mais il y a plus l'habitude, et en tout cas, on est d'ailleurs poussé par la réglementation européenne à œuvrer dans ce sens-là. Alors que, je reviendrai tout à l'heure quand on parlera de l'Europe, dans le domaine de la santé inhumaine, on ne peut pas dire qu'on a une Europe de la santé, alors que c'est le cas dans le domaine de la santé animale. La diapositive suivante. Un point qui est extrêmement important aussi, c'est la surveillance, avec la nécessité de mettre en place des réseaux
avec des choses qui existent déjà. Hein. Souvent, il n'est pas nécessaire de créer des choses nouvelles. Il y a un certain nombre d'initiatives qui existent à droite à gauche. Le tout est de coordonner tout ça et que tout le monde travaille ensemble. Donc, de même que dans One Health, hein, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'initiatives One Health qui existent. Hein. Pascal Boireau pourrait vous expliquer ce qui se passe au niveau de la région Île-de-France. Enfin, il y a l'Institut Pasteur, à d'autres endroits. Il y a déjà des initiatives One Health, fort heureusement. Et des programmes Présode, enfin, mais ce qui manque, c'est une coordination et une feuille de route spécifique One Health pour qu'il y ait une bonne interaction entre les différentes initiatives et surtout que ça devienne un réflexe aussi et que ce soit récurrent. Alors, vous savez qu'il existe différentes plateformes hein, de surveillance. Suite aux États généraux du sanitaire, il y a eu la création de la plateforme d'épidémiosurveillance en santé animale qui fonctionne bien, hein, qui a maintenant une dizaine d'années, hein, puisque qui a été créé en 2011. Et il y a eu depuis là aussi une plateforme en matière de santé végétale et également une plateforme de surveillance de la chaîne alimentaire. Et l'enjeu maintenant, c'est aussi de coordonner et de permettre des échanges de données entre ces plateformes. Et puis, deux maîtres mots, ce sont enfin, deux notions importantes, c'est la détection précoce et la réaction rapide. Hein. C'est ça qui est vraiment important, avec, dans le domaine qui nous concerne, dans le domaine animal, le rôle très important de l'éleveur qui est le premier sentinelle, hein, et puis bien entendu du vétérinaire praticien, et également au niveau du contrôle de la faune sauvage, puisque la faune sauvage est vraiment un sujet extrêmement important. Hein. François Guéga en a parlé certainement. C'est souvent le réservoir de pathogènes, hein, virus, bactéries, parasites, etc. Et il est nécessaire aussi d'avoir une surveillance, même si c'est plus difficile que pour la faune domestique. Et puis, ce qui est important aussi en matière de faune sauvage, ce n'est pas uniquement la surveillance, on l'a bien vu, c'est aussi le contrôle du commerce des espèces sauvages. Là, malheureusement, on a encore beaucoup de marge de progrès, aussi bien dans le contrôle du commerce dit légal, et puis surtout dans la lutte contre le commerce illégal d'espèces sauvages. Mais j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera du niveau mondial. Donc, vraiment un focus très important sur le volet faune sauvage. Et donc le rôle aussi de l'Office français de la biodiversité en la matière. Alors, un autre point important, diapositive suivante, s'il vous plaît. Un autre point important, c'est la recherche. Parce que la recherche, elle doit intervenir à tous les niveaux, aussi bien d'ailleurs en matière de recherche fondamentale que de recherche appliquée, donc de comprendre comment est franchie la barrière d'espèces, également d'avoir une cartographie des espèces à risque, des régions à risque, tout ça pour permettre d'anticiper. Et donc là, il y a des programmes, notamment Présode, là, qui a été mis en place, mais il y en a d'autres. Et ça, c'est très important. Et bien entendu, plus on est nombreux à travailler sur ces sujets-là, mieux c'est, et avec aussi une coordination européenne et internationale qui est nécessaire. Et je souhaite insister également sur la nécessité de développer le partenariat public-privé dans ce domaine de la recherche et d'ailleurs dans d'autres domaines, mais plus spécifiquement dans le domaine de la recherche, car on voit bien d'ailleurs, même pour, voyez, ce qui s'est produit avec la production des vaccins, quand même dans des temps records, de ces vaccins aussi bien ARN messager que des vaccins classiques, ça a été grâce à un partenariat public-privé, et il faut vraiment qu'on mette l'accent sur ce point. Un autre volet important aussi à mes yeux, c'est la formation, avec un volet éducation. Je pense que ça doit commencer au plus jeune âge. On voit bien aussi qu'il y a un déni de la science en ce moment. C'est vrai qu'il y a quand même un certain nombre de paradoxes. Hein. En France, on aime bien les scientifiques, hein, mais on n'aime pas la science. On aime bien les paysans, mais on rejette l'agriculture, enfin certains modes de production agricole. Donc il y a toujours des paradoxes comme ça, et c'est aussi peut-être par manque d'éducation et d'information, et ça doit se faire, je pense, dès l'école primaire et secondaire, sur le rôle de la science
et sur ce concept One Health du vivant. Alors bien sûr, il y a les sciences naturelles, mais peut-être mettre davantage en avant cette notion-là déjà au niveau de l'éducation des jeunes. Et puis après, il y a tout le travail de formation initiale, donc dans les écoles concernées, hein, donc avec la nécessité de mettre en place, je pense, des troncs communs entre facultés de médecine, école vétérinaire, école d'agronomie et école d'écologie, qui est vraiment des troncs communs et des formations communes. Et puis également dans le cadre de la formation continue. Et j'ai marqué également haute fonction publique parce qu'il y a une réflexion actuellement pour justement mettre davantage de science dans la formation des décideurs publics, hein, donc de la haute fonction publique. Alors, il ne s'agit pas d'en faire des scientifiques, bien entendu, mais qu'ils soient plus, plus connaisseurs de tous ces phénomènes liés au vivant, et notamment cette thématique d'une seule santé. Et donc, il est même proposé également, donc l'École nationale des services vétérinaires est déjà impliquée hein, dans ce domaine, dans le cadre de la réflexion. Et il est prévu également, il est proposé en tout cas, de mettre en place, comme il existe, vous savez, l'IHEDN pour la défense nationale ou l'INEJ pour la sécurité intérieure, de mettre en place un cycle de hautes études en matière de santé globale pour les décideurs publics et privés d'ailleurs, hein, puisque vous savez que ces structures-là rassemblent un certain nombre de cadres de haut niveau, aussi bien du privé que du public. Donc là, il y a vraiment des matières à avancer et pour le bien commun d'ailleurs. Hein, et peut-être qu'il s'il y avait eu ce genre de choses, on aurait peut-être pu éviter un certain nombre d'écueils qu'on a pu rencontrer dans le cadre de la crise Covid-19. Un autre point important, qui est lié d'ailleurs à la formation, c'est la communication. Et donc là, j'ai parlé de la sensibilisation donc, des décideurs, mais il faut aussi une sensibilisation des décideurs politiques, pas uniquement de la haute administration, mais des décideurs politiques. Et tout ça ne pourra se faire, ne pourra se développer que s'il y a un portage politique fort, donc un certain nombre d'élus d'ailleurs hein, œuvrent dans ce sens-là, et qu'il y ait également une prise de conscience au niveau gouvernemental, et ça rejoint la proposition que j'ai faite au départ, qu'il y ait une très bonne coordination interministérielle, peut-être avec un délégué dédié à ce point. Alors, il y a un volet qui est important aussi dans ce cadre, c'est l'évaluation. Donc, il faut mettre en place des indicateurs. Alors, c'est vrai que ce n'est pas très facile à mettre en place, des indicateurs. Je sais que l'Agence française de développement, par exemple, travaille beaucoup là-dessus. Il y a eu un colloque récemment qui a été organisé par Agropolis, CIRAD et l'IRD. Et le représentant de l'Agence française de développement a fait une présentation justement sur tous ces indicateurs quantitatifs et qualitatifs liés à One Health, qui permettent donc d'avoir une évaluation des programmes One Health qui sont mis en œuvre. Nécessité également d'avoir des retours d'expérience. Donc là, il est peut-être encore un peu trop tôt, mais par exemple, dans le cadre du Conseil national de l'alimentation, il a été mis en place, c'est le point que j'ai traité tout à l'heure là dans la réunion au CNA, on a mis en place un groupe de concertation de retour d'expérience donc de la crise Covid pour le premier confinement, dont on va fêter le premier anniversaire bientôt, parce que c'était le 17 mars, dans le domaine alimentaire. Hein, et donc, il est très important qu'on puisse faire des retextes pour voir comment avancer en matière de souveraineté alimentaire, de démocratie alimentaire, de lutte contre la précarité, qui est malheureusement augmentée pendant cette crise, et puis également de faire des recommandations en matière d'amélioration de la gestion de crise. Et dans ce cadre-là, le parangonnage est toujours très utile, de regarder un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans d'autres pays, aussi bien au niveau de l'Union européenne que de la planète, et d'en tirer des enseignements. Donc je crois qu'il faut qu'on ait aussi toujours ce réflexe de parangonnage, de regarder ce qui se fait ailleurs. Alors, un petit mot maintenant sur l'Union européenne. Donc, il y a plusieurs initiatives qui existent. Hein. On retrouve ce concept One Health. Il y a bien entendu le défi vert, hein, le Green Deal,
de la nouvelle Commission européenne, avec la stratégie Farm to Fork. Et puis, il y a aussi la stratégie européenne en matière de biodiversité, la stratégie qui a été mise en œuvre aussi en matière d'antibiorésistance, et puis le volet recherche, puisque là, la Commission européenne finance un certain nombre de programmes de recherche, et la nécessité, je pense que vraiment qu'il y ait une réflexion sur une vraie Europe de la santé. Pour l'instant, il n'y a pas d'Europe de la santé, ce n'est pas marqué dans le traité de Rome. On a une DG Santé qui découle de la DG Sanco, qui elle-même est née de la crise de la vache folle, hein, puisque en fait tout ça a été regroupé dans la DG Agri au départ. Et la DG Santé, en fait, elle traite de sujets qu'on connaît bien, nous, santé animale, sécurité sanitaire des aliments, santé végétale, mais pas de la santé humaine. Il y a bien sûr le centre de Stockholm, mais il n'y a pas de politique derrière avec des systèmes de contrôle comme l'Office alimentaire et vétérinaire qui va dans les États membres voir comment la réglementation européenne est mise en œuvre, etc., et dans les pays tiers. Et là, on n'a pas ça dans le domaine de la santé humaine. Et on voit bien d'ailleurs la cacophonie qu'il y a eu dans le cadre des commandes de vaccins. S'il y avait une vraie Europe de la santé, peut-être que voilà, les choses seraient allées mieux. En tout cas, c'est un vœu à formuler. Et enfin, je terminerai par le niveau mondial, avec, vous savez, une initiative qui avait été créée suite à la grippe aviaire et puis aussi au débat sur l'antibiorésistance et la lutte contre la rage. Il y avait une tripartite qui avait été mise en place, une tripartite One Health qui avait été mise en place donc en 2010 entre la FAO, l'OMS, excusez-moi, il manque le S, et l'OIE. Et donc là, il y a eu la décision d'élargir, donc toujours dans cet esprit One Health, lors du Peace Paris Forum au mois de novembre, la création d'une quadripartite en associant le programme des Nations Unies pour l'environnement, pour qu'on ait aussi le volet santé environnementale. Et donc, il a été décidé, c'est la France qui a proposé ça en lien avec l'Allemagne, de mettre en place, et ça a été accepté par la communauté internationale, de mettre en place un groupe d'experts à haut niveau, One Health. Et donc là, les organisations sont en train d'élaborer les termes de référence et il y aura un appel à candidature qui va être fait très prochainement. L'objectif étant de créer ce groupe pour la prochaine Assemblée mondiale de la santé, donc qui est l'Assemblée générale de l'OMS, qui se tient donc au mois de mai. Donc il va y avoir un appel à candidature et ce serait bien effectivement qu'il y ait des Français, beaucoup de scientifiques français de différents domaines, hein. Voilà, il faut brasser extrêmement large, même avec les sciences humaines aussi, puisqu'il y a des volets sociologie, anthropologique, etc., qui postulent pour ce groupe d'experts à haut niveau. Avec aussi un agenda international hein, qui est important, puisqu'il y a le G7, il y a le G20, il y a le sommet sur les systèmes alimentaires, il y a plusieurs échéances au cours de l'année, aussi le congrès de l'Union internationale de conservation de la nature, etc. Donc il y aura plusieurs échéances et à chaque fois derrière, il faut mettre en avant ce concept One Health. Et je précise également que dans cette réflexion que l'on a actuellement, il y a un colloque là, qui va se tenir prochainement, la semaine prochaine, le 17 mars, organisé par VetaGrossup et un certain nombre d'organisations, dont la Fédération des syndicats vétérinaires et puis des ONG, avec des travaux en atelier qui ont été faits et donc la proposition de recommandations également pour le décideur public, et ça sera ouvert par le ministre de l'Agriculture et par la secrétaire d'État à la biodiversité. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce concept One Health, hein, de manière voilà, peut-être un peu plus administrative et pas scientifique, parce que là je ne suis pas un scientifique, hein, donc, mais c'est pour les réflexions que cette crise Covid-19 peut amener, et en tout cas dans un esprit d'amélioration du dispositif. Merci beaucoup, Jean-Luc, de cette présentation et du national au mondial. Encore une fois, je partage sur l'Europe de la santé. On a depuis très longtemps dans le domaine vétérinaire, en particulier sur les zoonoses, hein, mais pas que, sur les maladies animales, les grandes maladies animales,
et la sécurité sanitaire des aliments des laboratoires de référence de l'Union européenne qui structurent un petit peu cette communauté. La DG Santé vient tout juste d'avoir l'idée de faire la même chose pour fédérer les centres nationaux de référence qui sont le pendant en médecine humaine et notamment en infectiologie de nos LNR. Et donc il va y avoir un réseau des CRUE, mais il va y avoir des CRUE, pardon, qui vont se mettre en place, mais on voit que ça a bien tardé par rapport au réseautage vétérinaire. Et ça n'est évidemment qu'un élément d'une Europe de la santé. Mais déjà, si on arrivait à mieux partager nos données, ce serait bien. Des questions pour Jean-Luc? Jean-François? Oui, merci Jean-Luc. Oui, je reviens sur le point discuté, c'est-à-dire qu'il y a un réseautage européen concernant la santé animale. On le retrouve aussi qui est très performant. Aucune décision n'est prise, enfin en tout cas en matière de santé des plantes. Elles sont toujours prises d'abord au niveau européen. Pourquoi rien ne s'est passé au niveau de la santé humaine? Moi, ça me semble. Est-ce qu'il y a des sociologues ou des politistes qui travaillent sur ça, en fait? Voilà. Moi, je ne comprends pas pourquoi. Enfin, il y a des raisons derrière, obligatoirement, bien entendu, mais pourquoi au niveau de la santé humaine, il n'y a pas eu immédiatement une prise de décision à une Europe de la santé, comme il a pu se faire pour la santé végétale et la santé animale. Tout à fait, oui, c'est effectivement l'interrogation qu'on a, et en tout cas, on peut. Enfin, il faut vraiment qu'on avance sur ce point-là. Et je pense que quand même, la crise Covid va permettre d'avoir une réflexion là-dessus. Hein. Mais en tout cas, ça nécessite aussi de revoir le traité de l'Union européenne, quoi. Donc, c'est tout un processus aussi juridique, indépendamment des initiatives qui sont prises, qu'a signalé Gilles à l'instant, hein, qui sont tout à fait louables. Et après, pour qu'on puisse aller plus loin, il faut aussi une base juridique solide. Surtout que dans le domaine européen, oui, le juridique, ça compte beaucoup. D'autres questions? Je vois qu'il y a une réaction de Pascal Boireau. Peut-être si tu veux dire deux mots, Pascal. Oui, effectivement, c'était dans le même sens concernant effectivement la grande faiblesse au niveau partage, au niveau de la santé, plus au niveau médical, et pour lequel, si on revient sur le mot One Health, qui est un concept d'atténuation, il est là pour justement favoriser le partage. Donc, a priori, en Europe, si on veut construire l'Europe, bien sûr, le partage en recherche médicale, je partage évidemment toutes les réflexions qui viennent d'être faites, est complètement contradictoire quelque part. Si on affiche d'un côté le One Health, mais qu'on ne partage pas à tous les échelons de la santé, il y a un malaise. Et donc, c'est cela qu'il faut construire aujourd'hui véritablement. Et le concept l'aide comme porteur et comme atténuateur de tensions entre les différentes statures, à la fois des structures ministérielles de santé, agriculture qui sont séparées. Et donc, dès lors qu'on a séparé ces canaux et ces colonnes, le concept est là pour les traverser. Il y a Serge peut-être qui voulait réagir. Non, juste cette remarque qu'on a vraiment l'impression que le concept One Health apparaît ou ressurgit systématiquement lors des zoonoses graves et disparaît ensuite au niveau de la prise en compte par les médecins, par la médecine. Bon, faut aussi comprendre que les vétérinaires sont plus épidémiologistes parce qu'ils ont quand même ils ont l'habitude de gérer des maladies de population que les médecins qui sont plus orientés en général vers la médecine individuelle. Donc ça peut aussi se comprendre, mais c'est tout. Merci. Christophe, une question? Oui, merci Jean-Luc, c'était vraiment un très très bon panorama. Une question à notre échelon français, on avait créé il y a quelques années, je crois que tu étais à l'époque à la DGL, un comité national de santé publique vétérinaire qui avait pour objectif
de rassembler médecins, pharmaciens, vétérinaires pour échanger sur un certain nombre d'actions. Il y avait le pluripox-antibio qui se lançait à ce moment-là, et où on s'est rendu compte qu'il y avait sur le terrain une méconnaissance profonde des actions, des métiers des uns et des autres. Et ça paraissait un bon cénacle. Alors, cette Je t'entends plus très bien. On l'entend plus, Christophe. Allô? Ouais, Oui, c'est bien. Ouais, c'est bon on n'a là? pas entendu la ouais. Peut-être qu'il faut que tu coupes ta caméra à la limite pour avoir plus de débit parce qu'on s'était haché un peu. Voilà. Oui, je vais peut-être me répéter. On avait été lancé il y a quelques années un comité de santé publique vétérinaire qui rassemblait médecins, vétérinaires, pharmaciens, qui était très intéressant parce que ça permettait d'échanger et de porter à connaissance ce que faisaient les autres. Et donc, ma question était de savoir, est-ce que l'on envisage la relance de ce comité national qui était piloté par la DGS et la DGAL? Oui, tout à fait. Merci Christophe pour cette remarque. Alors, effectivement, je ne l'ai pas repris dans mon diaporama. Effectivement, ce conseil, d'ailleurs, on l'avait mis en place à l'époque quand j'étais à la DGL avec Patrick de Haumont, hein, et on avait invité donc la Direction générale de la santé, et puis après ça a été élargi d'ailleurs à l'environnement. Et c'est vrai que c'est un bon lieu de concertation, mais d'après les informations que j'ai, ce conseil ne se réunit plus depuis longtemps, et je crois, enfin on m'a dit qu'il n'était pas prévu de le réactiver, mais ça peut faire partie des souhaits, puisque au moins on a quelque chose qui existe, et ça serait nécessaire de le réactiver. Donc effectivement, tu fais bien de le signaler. Ça serait bien que ce conseil perdure. La difficulté qui se pose et qui fait que peut-être qu'il ne fonctionne pas très bien, c'est que il est organisé, pas présidé, mais en tout cas c'est le ministère de l'Agriculture qui le convoque. Et bon, vous connaissez les problèmes qu'il peut y avoir entre différents ministères. Quand il y a un ministère chef de file, c'est pas toujours très bien apprécié. Donc c'est peut-être plutôt, ça rejoint peut-être plutôt ma proposition en interministériel. Mais déjà, si on pouvait réactiver cette enceinte qui existe déjà sur le papier, hein, et qui a fait l'objet d'avancées, hein, donc ça serait une bonne chose, oui, tu as raison. Mais peut-être qu'en envisageant des présidences tournantes. Voilà, parce c'est que une bonne. Comme pour avec l'ANSES. Comme pour l'ANSES, voilà ce que j'allais dire. En fait, on arrive à avoir 5 tutelles qui s'entendent au final assez bien dans la gouvernance de l'ANSES, avec une présidence tournante d'année en année. Et c'est vrai que, enfin, en tout cas, on n'en souffre pas, bien au contraire. Hein. Tout à fait, bonne remarque. Donc, on peut effectivement revenir vers la DGL avec cette proposition-là. Je ne sais pas s'il y a des représentants de la DGL là. Myriam est présente et soutient, enfin pas ça, mais enfin, est prête à contribuer au développement du concept One Health. Je ne sais pas, peut-être Myriam, veux-tu réagir? On ne t'entend pas par contre. Alors je ne sais pas, elle nous a peut-être quitté, mais bon. Mais en tout cas, c'est une proposition qu'on pourra porter pour relancer. Y a-t-il d'autres questions? J'ai quelqu'un qui a levé la main là. Nathalie Garçon. Oui, loin de moi l'idée de parler au nom de la DGL, mais en effet, le plan stratégique 2021-2025 s'appelle Une seule santé, donc je pense que ça pourrait être en effet l'opportunité de rajouter ces bonnes initiatives. Et puis sinon, merci à Jean-Luc d'avoir évoqué les projets de formation interdisciplinaire qui sont, je crois, relativement intéressants pour pérenniser justement cette approche globale et pas faire en sorte qu'il y ait des effets d'aubaine sur le concept. Voilà, en tout cas, on va essayer d'y contribuer.
Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, il nous reste à remercier Jean-Luc. Et puis je me propose de conclure en disant que c'était un peu une première que l'organisation de ce séminaire autour d'un sujet qui dépasse très largement les frontières de nos compétences au RFSA. Je pense qu'on a élargi le débat. Y compris en allant de la réponse à la crise à une vision mondiale. Je voulais remercier Mustapha Berry qui a contribué à l'organisation de ce séminaire, et puis évidemment Muriel et Jean-Louis qui sont les co-secrétaires avec moi-même du RFSA. J'espère que vous avez trouvé, comme nous, de la matière dans ce séminaire qui nous a ouvert quelques horizons quand même. Et puis on voit bien quand même qu'à travers tous ces sujets, tout ce qu'on a pu évoquer, y compris sur la biodiversité, les partenariats publics-privés, la collaboration entre le secteur de la médecine vétérinaire et de la médecine humaine dans tous les domaines, que ce soit le domaine du traitement, enfin du médicament. On n'en a pas parlé, mais récemment, on a parlé de mobiliser les fabricants de médicaments vétérinaires pour des étapes de la fabrication de vaccins, du diagnostic vétérinaire, bien entendu, on en a largement parlé, et de l'ensemble de la communauté au sens large de la santé publique vétérinaire. Je pense que le RFSA la représente assez bien, sur ses aspects santé animale en tout cas. Et c'était très intéressant qu'on ait ces conférences cet après-midi qui nous ouvrent des horizons. J'espère que comme nous, vous les avez appréciés. Et puis, c'est une première initiative qu'on renouvellera certainement sur d'autres sujets. En tout cas, j'espère que dans un an, on ne sera pas amené à refaire le même sujet sur la pandémie de Covid. Peut-être pour parler d'échappement au vaccin, pourquoi pas. mais en tout cas, pour une première, je dirais que c'est une réussite. On était une cinquantaine de connectés, ce qui correspond à peu près à l'ensemble de la communauté qu'on réunit dans le RFSA avec des membres de chacune de nos communautés. Et je vous remercie pour votre attention. Je remercie les trois intervenants, les trois orateurs pour la qualité de leur présentation et de la préparation de leur présentation, et puis d'avoir bien voulu être parmi nous cet après-midi. Et puis je vous souhaite à très bientôt. À tous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir, merci.